Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Kimberly Doman est née le 25 septembre 1963 dans la petite ville de Bloomington, dans l'Illinois, aux États-Unis. Issue d'une famille nombreuse, elle a grandi entourée de 3 frères et sœurs. Mais au fil des années, les relations entre ses parents se sont détériorées, aboutissant finalement à leur séparation. Sa mère est restée seule pour élever les enfants. Dotée d'une beauté naturelle, sportive et très active, Kimberly s'est rapidement fait remarquer. Au lycée, elle est devenue pom-pom girl, gagnant en popularité et appréciée autant des professeurs que des élèves. Sociable et aimée de tous, elle n'avait aucun mal à se faire des amis et à nouer des relations. Avec son charme indéniable, Kimberly rêvait de devenir actrice. Hélas, cette histoire n'évoque pas ses succès professionnels dans le monde du cinéma. Cependant, elle a connu un petit succès dans ce domaine. Elle a notamment fait une apparition en tant que figurante dans le célèbre film Grandview. Le tournage, qui a eu lieu en 1983 à Pontiac, dans l'Illinois, s'est bien passé, offrant à Kimberly l'un des moments les plus marquants de sa vie. Pendant cette période, la mère de Kimberly, Wilma, a réalisé enfin son rêve de devenir propriétaire d'un bar. Elle a repris un établissement qu'elle avait hérité de sa grand-mère, espérant bâtir son propre petit empire. Kimberly, enthousiaste, a rejoint sa mère pour travailler dans ce bar familial, espérant contribuer au succès de l'entreprise. Mais ses espoirs se sont vite évanouis. Des tensions se sont installées entre mère et fille, et faute d'entente, Kimberly a dû quitter l'établissement. Peu de temps après, en 1985, Kimberly a rencontré un jeune homme nommé Todd Wenger, et ils ont rapidement entamé une relation. Tout semblait parfait. La jeune femme avait trouvé en Todd un compagnon aimant et bienveillant. Rapidement, Kimberly est tombée enceinte et a donné naissance à une fille prénommée Kelsey. Peu après, le couple s'est marié. Cependant, après le mariage, Todd a changé. Son attitude est devenue de plus en plus dure, presque cruelle. Avec l'arrivée de l'enfant, le couple a commencé à éprouver des difficultés financières, exacerbant la situation. Kimberly jonglait alors entre les responsabilités de mère et les tâches ménagères, mais l'argent manquait cruellement. Elle a cherché un emploi à temps partiel pour alléger leur situation, mais malgré ses efforts, elle n'a pas réussi à trouver de poste stable. La tension à la maison devenait insupportable, et Kimberly en est progressivement arrivée à la conclusion qu'une séparation était inévitable. Belle et sociable, Kimberly n'a pas tardé à attirer l'attention d'autres hommes, et peu de temps après son divorce, elle a commencé une nouvelle relation avec un certain Dale Fosdick. Malheureusement, cette histoire a aussi tourné court. Lorsque Dale a appris que Kimberly était enceinte, il lui a avoué qu'il ne se sentait pas prêt pour la paternité et a simplement décidé de disparaître, la laissant à nouveau seule. Kimberly a eu du mal à encaisser cette nouvelle. Elle s'était convaincue qu'elle voulait construire une famille avec Dale. Ses amis ont raconté qu'après cette rupture brutale, elle se sentait abandonnée, submergée par une profonde anxiété face à ses 2 échecs amoureux successifs. Dans cette tourmente, Kimberly a sérieusement envisagé d'avorter. Mais après une courte période de doute, elle a décidé de garder l'enfant. C'est ainsi qu'est né son 2e enfant, un petit garçon qu'elle a prénommé Logan. Bien qu'elle ait coupé les ponts avec Dale, ce dernier, le père biologique, a fini par se manifester, s'engageant à soutenir son fils par de modestes pensions alimentaires. Cependant, sa fiabilité laissait à désirer. Dale versait les paiements de manière irrégulière, les retardait souvent, et cette aide sporadique ne suffisait pas à assurer une vie stable à Kimberly et ses enfants. Débordée mais résolue, la jeune mère devait travailler dur pour subvenir à leurs besoins. Pendant que des amis s'occupaient de ses enfants, elle enchaînait les heures de travail. Kimberly occupait un poste de coiffeuse, tout en cumulant des petits boulots comme nounou et femme de ménage. Ces efforts ont permis de stabiliser quelque peu la situation de sa petite famille. Mais la précarité demeurait. Ils vivaient modestement,
dépendant encore de bons d'alimentation pour joindre les deux bouts. Les relations de Kimberly avec sa mère étaient tendues et sa famille ne lui apportait aucune aide. Quand son fils était encore tout petit, elle a fait la connaissance d'un jeune pasteur du nom de Kurt Simon. Tous deux vivaient dans la précarité, peinant à joindre les deux bouts. Mais malgré leurs difficultés financières, leur relation s'est épanouie. Ensemble, ils ont trouvé un soutien précieux et une vraie complicité, partageant l'espoir de bâtir une vie stable malgré les obstacles. Kurt, profondément amoureux, envisageait même d'adopter les enfants de Kimberly, et Logan avait déjà commencé à l'appeler papa. Leur petit clan respirait le bonheur, formant un couple jeune, joyeux et amoureux, aveugle à la menace qui, silencieusement, se rapprochait d'eux. Vers 22h30, le samedi 22 mai 1993, Kimberly et Kurt sont rentrés chez eux après un petit voyage. Ils étaient partis en Iowa, là où vivaient les parents de Kurt, pour que sa famille puisse rencontrer Kimberly et donner sa bénédiction pour leur mariage. Ce voyage incluait également une visite du séminaire théologique dans une université. Profitant de cette occasion, le couple a décidé de se fiancer juste un jour avant leur retour à Bloomington. Ils ont réuni amis et proches pour célébrer cet engagement et l'ambiance était à la fête. Les relations entre les jeunes amoureux évoluaient rapidement et ils formaient ce qui semblait être un couple idéal. C'est donc avec enthousiasme que leurs proches ont accueilli cette décision. Cet événement symbolique a illuminé leur voyage et Kimberly et Kurt sont rentrés à la maison avec le cœur léger, prêts à profiter de leur week-end ensemble. Le lendemain, ils avaient prévu d'assister au concert de la fille de Kimberly, Kelsey, qui fréquentait une école de musique et montrait un talent précoce, digne d'une véritable prodige. Les parents étaient impatients d'assister au concert et de célébrer avec Kelsey, prévoyant de se retrouver en famille autour d'une pizza après l'événement. En arrivant chez eux, les amoureux se sont garés devant l'entrée dans leur voiture familiale. Kurt est sorti le premier pour apporter une partie des bagages à l'intérieur. Quand il est revenu pour prendre le reste, Kimberly était déjà dehors, prête à le suivre. Elle lui a souri et a remarqué qu'il faisait un peu plus chaud ici qu'en Iowa. C'étaient ses derniers mots avant de franchir la porte. À peine avait-elle passé le seuil qu'une puissante explosion a retenti. L'onde de choc a été si violente qu'elle a propulsé Kurt en arrière, a réveillé tout le voisinage et a brisé plusieurs fenêtres des voisins. Étourdi, Kurt s'est relevé tant bien que mal et, malgré le chaos, s'est précipité à l'intérieur en appelant désespérément Kimberly. Mais aucun son ne lui est parvenu. En pénétrant dans la maison dévastée, Kurt a découvert sa bien-aimée, étendue sans vie sur le sol. La moitié droite de son crâne avait été soufflée par l'explosion, peut-être par un éclat ou la force de la déflagration elle-même. Dans cet état, il n'y avait plus rien à faire pour elle. Sous le choc, Kurt peinait à accepter ce qu'il voyait, paralysé par l'incrédulité. Par chance, les enfants n'étaient pas avec eux. Pendant le voyage, ils étaient restés chez des proches de Kimberly. En état de détresse, Kurt a appelé immédiatement les secours et est resté auprès d'elle, impuissant, jusqu'à l'arrivée de la police et des ambulanciers. Les forces de l'ordre sont arrivées rapidement sur les lieux de l'appel. À leur arrivée, ils ont trouvé Kurt, effondré et en larmes, agenouillé au milieu des ruines de la maison, tenant la tête de sa bien-aimée entre ses mains. Kimberly n'avait que 29 ans au moment de sa mort, une perte qui a bouleversé toute la communauté. Cet événement, aussi tragique qu'inattendu, a choqué les habitants, peu habitués à ce genre de drame dans leur paisible quartier. La peur s'est répandue. Certains craignaient que leur propre maison soit également piégée et beaucoup ont demandé une surveillance accrue de la police. Heureusement, aucune autre menace n'a été découverte et les habitants ont pu reprendre leur vie normale. Toutefois, plusieurs ont eu besoin d'un soutien psychologique pour surmonter le traumatisme. Sur place, des experts en explosifs ont rapidement identifié la source de l'explosion. Un paquet d'explosifs avait été dissimulé dans le couloir de la maison familiale. Ce dispositif, conçu pour se déclencher uniquement si perturbé, s'était activé via un bouton de pression. Kimberly, en entrant, avait immédiatement remarqué cet objet inconnu. Poussée par la curiosité, elle avait voulu vérifier ce que contenait ce paquet. L'explosion s'était produite immédiatement, littéralement au niveau de son visage. Kimberly était morte sur le coup.
fauché par une détonation aussi soudaine que violente. Lors de l'inspection du lieu du crime, les criminologues ont découvert de nombreux composants permettant de fabriquer des bombes. Dans la cave, ils ont trouvé des fils, des fusibles, des emballages de batteries et des gants en caoutchouc jetés dans la poubelle. Comme l'explosion s'était produite en présence de Kurt, qui avait à peine été blessé, ne subissant que des blessures mineures, les policiers l'ont immédiatement considéré comme le principal suspect. Sous les yeux de voisins choqués, ils l'ont menotté, lu ses droits, et emmené au poste pour un long interrogatoire. Durant plusieurs heures, Kurt est resté au poste, coopérant pleinement avec l'enquête. Il a fourni toutes les informations demandées, ainsi que ses empreintes digitales et des échantillons d'ADN. Il a décrit en détail les événements qui avaient précédé ce tragique incident. Finalement, après des heures d'interrogatoire, Kurt a été relâché. Compréhensif, il ne tenait aucune rancune envers les policiers, sachant qu'ils faisaient simplement leur travail. Son attitude coopérative et son engagement dans l'enquête laissaient espérer qu'un jour, le coupable serait démasqué. Les enquêteurs étaient convaincus que Kurt n'avait aucun lien avec ce qui s'était passé. Cela suggérait que la personne ayant apporté les outils et les composants de la bombe s'était introduite discrètement dans la maison. Aucun signe d'effraction n'a été relevé sur les portes ou les fenêtres, du moins selon les parties intactes de la structure retrouvées après l'explosion. L'onde de choc avait détruit presque tout, mais le malfaiteur était entré calmement dans la maison, sans trace de vandalisme, indiquant qu'il avait probablement un accès autorisé. Cet élément a convaincu les enquêteurs qu'il faisait face à un acte prémédité de vengeance contre Kimberly. Il semblait que le criminel avait choisi de monter l'engin explosif directement sur place, sans doute pour éviter tout risque d'explosion accidentelle pendant le transport. Cet engin était particulièrement puissant et avait été conçu pour raser la maison et éliminer tous ses occupants. Le plan du malfaiteur était simple et sinistre. En un seul coup, il espérait anéantir sa cible ainsi que toute preuve qui aurait pu le lier au crime. Heureusement pour les enquêteurs, la charge n'a pas entièrement fonctionné. C'est pour cette raison que les dégâts, bien que sérieux, se sont révélés moins importants que ce que le criminel avait anticipé, laissant des éléments exploitables pour l'enquête. Certaines preuves ont heureusement été préservées, permettant aux enquêteurs de recueillir des informations précieuses. Après que le principal suspect, Kurt, ait fourni un alibi solide et ait été écarté de la liste des meurtriers potentiels, les enquêteurs ont cherché à comprendre qui aurait pu nourrir un tel désir de vengeance contre Kimberly et sa famille. Quelqu'un les détestait au point de planifier une explosion meurtrière sans laisser de chance de survie. Kurt a alors parlé aux enquêteurs de la mère de Kimberly, qui, à cette époque, était déjà remariée. Pour Kurt, elle incarnait le mal absolu. À ses yeux, elle était la seule dans l'entourage de Kimberly capable d'un acte aussi épouvantable. Les relations entre mère et fille étaient notoirement mauvaises, ce qui semblait aux policiers un mobile plausible. Ces témoignages de Kurt ont rapidement suscité une forte hostilité de la part de la mère de Kimberly, qui considérait ses propos comme une calomnie impudente. D'après Kurt, cette femme possédait un bar et semblait uniquement concentrée sur cette affaire, rien d'autre ne semblait l'intéresser. Il la décrivait comme étant d'une cruauté extrême, manifestant une méchanceté inexplicable, sans raison apparente, comme si elle était contre tout le monde. Les relations entre Wilma et Kimberly étaient tendues, et d'après plusieurs proches de la victime, Wilma l'avait exploitée pendant des années. Mère et fille ne se voyaient qu'une ou deux fois par an, un éloignement significatif dû en partie à l'attitude de Wilma, pour qui l'argent et le pouvoir primaient avant tout. Elle avait acquis un bar, mais les circonstances de cette acquisition soulevaient des questions. En effet, elle avait hérité de sa grand-mère, décédée subitement dans des conditions étranges. Bien qu'elle fût d'un âge avancé, les médecins la considéraient en bonne santé. Son décès soudain avait donc surpris beaucoup de monde. À l'époque, une enquête avait été ouverte, mais aucune preuve n'avait permis de lier Wilma à la mort de sa grand-mère. Finalement, les autorités avaient conclu que la disparition de la vieille dame résultait de son âge et de problèmes de santé supposés. Une fois installée dans son bar, Wilma s'était mise à exploiter sa propre fille, Kimberly. Elle la sous-payait systématiquement, trouvant des prétextes pour la punir en lui retirant une partie de son salaire ou de ses primes, tout comme elle le faisait avec ses autres employés. Cette attitude froide et calculatrice avait contribué à l'éloignement entre elles,
aggravant encore leur relation déjà très compliquée. Kimberly avait tout fait pour garder ce travail, espérant que sa mère l'aiderait à résoudre ses problèmes financiers. Mais elle n'a rencontré que déception et obstacles. Finalement, elle a ouvert les yeux sur la réalité, abandonné ses illusions et quitté le bar. Les soupçons autour de Wilma se sont intensifiés lors des funérailles de Kimberly. Alors que les proches, sincèrement affligés, pleuraient la jeune mère, beaucoup ont remarqué que Wilma semblait plus préoccupée par la perte de la police d'assurance-vie. En effet, en raison des circonstances de la mort de sa fille, elle n'a pas pu obtenir de compensation financière. Malgré cela, l'enquête n'a pas permis de trouver de preuves directes du caractère cruel de Wilma ou de mauvaises intentions envers sa fille. Cependant, les policiers ont découvert que Wilma manipulait les impôts. Elle n'avait pas payé les taxes sur le bar et n'avait pas déposé de déclaration fiscale, ce qui lui a coûté sa licence commerciale. Les enquêteurs ont vérifié méticuleusement toutes les informations et les témoignages recueillis. Bien que Wilma ait pu avoir accès librement à la maison de Kimberly, rien n'indiquait un mobile de vengeance. Au bout du compte, il a été conclu que Wilma n'avait ni les compétences ni les moyens techniques pour fabriquer une bombe. De plus, elle disposait d'un solide alibi, qui a été confirmé lors des vérifications. L'enquête s'est retrouvée à un point mort, obligeant les policiers à se pencher sur un autre suspect, l'ex-mari de Kimberly, Todd. D'après le fiancé de Kimberly, des désaccords existaient entre eux au sujet de la garde de leur fille, Kelsey, faisant de Todd un candidat plausible pour orchestrer ce crime. Il vivait à seulement 3 kilomètres de la maison du couple et travaillait comme ingénieur, un métier qui pouvait lui fournir les compétences et l'équipement nécessaires pour assembler un engin explosif. Cependant, en analysant de plus près la relation entre Kimberly et Todd, la police a conclu que leurs échanges étaient relativement paisibles et leurs différends se résolvaient souvent par des discussions simples. Todd ne semblait donc pas avoir de mobile pour commettre un meurtre, et de plus, il disposait d'un alibi solide qui a été confirmé. Le prochain suspect dans la ligne de mire était Phil Hartman, un collègue de Kimberly contre lequel elle avait déjà porté plainte pour harcèlement. Elle l'avait accusé de comportement inapproprié et Phil avait réagi de manière agressive, allant jusqu'à la menacer de se venger. L'homme a admis avoir tenté de se rapprocher de Kimberly, prétendant que ses intentions avaient été mal interprétées, et il avait finalement renoncé à l'idée. Toutefois, il disposait également d'un alibi confirmé. Il résidait hors de Bloomington depuis plusieurs mois et n'était pas en ville au moment où le couple était rentré. Le dernier suspect sur la liste des autorités était le père de Logan, Dale Fosdick, un homme de 31 ans qui vivait dans l'est de la ville, non loin de chez Kimberly, dans une petite maison. Travaillant chez Caterpillar, Dale était passionné d'aéromodélisme et construisait des modèles réduits fonctionnels. Son habileté technique suffisante pour démonter un moteur de voiture faisait de lui un candidat plausible pour l'exécution de ce crime. Muni d'un mandat de perquisition, les enquêteurs se sont rendus chez Dale. Ce dernier n'a émis aucune objection et a permis une inspection complète de son domicile. À leur grande surprise, ils ont trouvé des outils spécifiques à la fabrication de dispositifs explosifs disposés sur la table de la cuisine, aux côtés de la nécrologie de Kimberly, un détail qui semblait particulièrement suspect. En fouillant davantage, ils ont découvert un stock important de composants pouvant être utilisés pour fabriquer divers engins explosifs. Les policiers ont saisi plusieurs outils, notamment des pinces, qu'ils ont envoyés immédiatement pour expertise. Les analyses ont révélé que les marques laissées par ces pinces correspondaient étroitement aux traces retrouvées sur les composants de la bombe trouvée chez Kimberly. En outre, un reçu de Walmart a été découvert parmi les affaires de Dale, indiquant l'achat de fournitures et autres matériaux susceptibles d'être utilisés dans la fabrication d'un engin explosif. Les enquêteurs ont rapidement compris que les matériaux découverts chez Dale ressemblaient fortement à ceux utilisés pour fabriquer la bombe. En analysant les restes de l'explosif, les criminologues ont identifié des composants identiques à ceux retrouvés chez le suspect, renforçant les soupçons. Cependant, les preuves étaient minces dès le départ, car la plupart des indices avaient été détruits dans l'explosion. Pour avancer, les experts ont dû examiner minutieusement chaque fragment d'indice au microscope. Ils ont eu recours à des techniques sophistiquées, telles que la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse pour obtenir des preuves directes. Un expert, analysant les fragments de la bombe,
a rapidement remarqué une particularité dans la construction de la bombe. Sur l'un des capuchons latéraux, 2 petits trous avaient été percés, une sorte de signature unique du criminel. En réalité, la base de données des forces de l'ordre comportait environ 20 000 enregistrements de dispositifs artisanaux utilisés dans divers crimes. Parmi eux, seuls quelques appareils présentaient des caractéristiques similaires, suggérant que le meurtrier s'était inspiré d'une littérature spécialisée ou possédait des connaissances techniques très spécifiques. Cette minutieuse préparation et l'attention portée aux détails indiquaient que le coupable n'avait pas improvisé, mais avait soigneusement étudié et analysé plusieurs options pour concevoir un dispositif optimal pour son plan funeste. Les criminologues continuaient à analyser les fragments restants de l'appareil, avançant méthodiquement pour ne rien laisser au hasard. Sur plusieurs morceaux, ils ont trouvé des traces d'outils, confirmant que le dispositif avait été manipulé avec précision. À ce stade, la police avait déjà écarté la plupart des autres suspects, concentrant tous ses efforts sur Dale, chez qui des objets suspects avaient été découverts dans l'atelier du sous-sol. Ce jeune homme, solitaire, vivait reclus dans sa petite maison en périphérie de Bloomington. Sa réaction potentielle de jalousie face aux fiançailles de Kimberly avec un autre homme en faisait l'un des rares individus ayant un mobile plausible pour un acte aussi extrême. Les criminologues ont découvert des éléments encore plus accablants. Le malfaiteur avait utilisé 2 types de poudres différents dans la fabrication de la bombe. Cette combinaison, bien plus puissante, avait maximisé la dévastation. L'explosion avait ainsi été suffisamment intense pour réduire en ruine la majeure partie de la maison de Kimberly. Un simple citoyen n'aurait certainement pas eu les connaissances nécessaires pour réaliser un mélange aussi précis et puissant, indiquant que l'auteur était une personne techniquement préparée, voire expérimentée. Cependant, cette affaire n'était pas sans zone d'ombre. Malgré la montagne de preuves, plusieurs personnes de l'entourage de Dale avaient du mal à croire qu'un homme apparemment doux et calme puisse être capable d'une telle horreur. Ce contraste entre son caractère perçu et les preuves accumulées a laissé planer le doute, divisant l'opinion et faisant de cette enquête une affaire particulièrement délicate. En général, ce genre d'idées n'effleure pas l'esprit des personnes bien intentionnées. Les policiers ont donc cherché des preuves de tendances violentes ou agressives dans le passé de Dale. Avant cet épisode tragique, il n'avait jamais été impliqué dans des affaires criminelles violentes, n'avait aucun antécédent judiciaire et n'avait jamais été arrêté. Il ne souffrait d'aucune dépendance et selon plusieurs témoignages, il avait récemment manifesté un intérêt sincère pour son enfant, tentant de renouer avec Kimberly. Malgré ce portrait relativement positif, la découverte de composants suspects chez lui l'a placé en tête de liste des suspects pour ce crime. Il a été arrêté pour meurtre au 1er degré et placé en détention en attendant son procès. Le premier procès s'est soldé par un non-lieu en raison du manque de preuves solides. Pendant les audiences, des complications sont apparues. L'un des jurés a refusé de participer aux délibérations, tandis qu'un autre est tombé malade, empêchant la poursuite des séances. Une nouvelle série d'audiences a donc été planifiée. La défense s'est alors concentrée sur l'image de Dale en père dévoué, une personne douce et humble, incapable d'un acte aussi cruel. Les avocats ont mis en avant son rôle de père aimant, espérant convaincre les jurés de son innocence. D'après Dale, lorsqu'il avait appris la grossesse de Kimberly, il s'était initialement montré réticent, se sentant trop jeune pour assumer la paternité. Mais après qu'elle ait décidé de garder l'enfant, il s'était éloigné avant de réaliser son erreur et de changer complètement d'attitude, prêt à assumer ses responsabilités. Dale avait décidé de rétablir ses liens avec son fils et avec Kimberly, nourrissant même l'espoir de l'épouser. Il affirmait n'avoir aucun intérêt à tuer la femme qu'il aimait et avec qui il souhaitait fonder une famille. Fait surprenant, même Wilma, la mère de la victime, se rangeait du côté de Dale. Selon Wilma, le véritable coupable était le fiancé de Kimberly, Kurt Simon. Wilma soutenait que Kurt, récemment, avait montré des signes de cruauté et d'un besoin de contrôler Kimberly, ce qui avait engendré des tensions dans leur couple. Toutefois, certaines personnes ont vite relevé des incohérences dans cette version. En effet, Kimberly entretenait des relations distantes avec sa mère, et il était peu probable qu'elle ait partagé des détails intimes de sa relation avec Kurt. Malgré cela, Wilma appuyait fermement la défense de Dale,
soulignant que celui-ci avait fait des efforts récents pour se rapprocher de Kimberly. Il avait tenté de regagner sa confiance, passant régulièrement du temps avec son fils et montrant des signes d'attention envers elle. Dale semblait prêt à tout pour reconquérir Kimberly. Il lui avait exprimé à plusieurs reprises son amour, s'était excusé pour son comportement passé et avait tenté de la séduire. Pourtant, la jeune mère restait inflexible. Bien qu'elle reconnaissait les changements positifs chez Dale, elle était engagée dans une nouvelle relation avec Kurt et n'avait aucunement l'intention de rompre. Au contraire, son engagement avec Kurt a été confirmé par leur fiançailles, un signe clair qu'elle souhaitait avancer avec son nouveau compagnon. Le parquet avançait que la décision de Kimberly d'aller de l'avant avec Kurt aurait pu sceller son destin. Dès que Dale avait compris qu'il n'avait plus de chance de renouer avec elle, il aurait décidé de se venger. Kurt, qu'il détestait particulièrement, aurait été la cible principale de sa colère, ce qui expliquerait la puissance de l'engin explosif. L'attaque semblait avoir été menée avec précision, et c'est peut-être cette exactitude qui avait permis à Kurt de survivre miraculeusement. De son côté, Wilma continuait de défendre l'idée que Kurt lui-même était derrière cet acte. Selon elle, si Kurt avait survécu, c'était parce qu'il avait lui-même fabriqué l'engin explosif destiné à tuer Kimberly et avait volontairement retardé son entrée dans la maison au moment de l'explosion. Néanmoins, la reconstitution des événements a révélé que Kurt avait été le premier à entrer dans la maison à leur arrivée avant de ressortir pour récupérer d'autres affaires juste avant que Kimberly ne franchisse le seuil. C'est à ce moment-là qu'elle avait pris le colis, déclenchant l'explosion. Kurt, sans le savoir, s'était retrouvé le plus proche de la mort. Une des sœurs de Kimberly a également pris parti pour Dale, témoignant en sa faveur aux côtés de Wilma et affirmant son innocence. Cependant, l'accusation disposait d'éléments solides. Des experts en explosifs avaient identifié des preuves directes reliant la bombe à Dale. Ses connaissances techniques et les outils retrouvés chez lui concordaient avec ceux nécessaires à la fabrication de la bombe. Un grand nombre de pièces et de matériaux potentiellement utilisés pour l'assemblage de tels dispositifs avaient été découverts dans son domicile. Et il a été démontré que certains de ces éléments avaient servi dans la confection de l'engin mortel. Par ailleurs, des témoins ont confirmé que la relation entre Kimberly et Dale s'était détériorée de manière significative depuis sa rencontre avec Kurt, renforçant l'hypothèse d'un mobile de vengeance. Ces éléments ont donné à l'accusation de solides arguments pour plaider la culpabilité de Dale dans cette affaire tragique. Lorsque Kimberly avait commencé à fréquenter Kurt, Dale avait manifesté son mécontentement. C'est à partir de ce moment qu'il s'est immiscé de plus en plus dans la vie personnelle de son ex-compagne, multipliant les déclarations d'amour et tentant de la reconquérir. Cependant, Kimberly, fermement décidée à aller de l'avant, ne souhaitait plus rétablir leur relation. Cette situation a provoqué la colère de Dale, un sentiment dont ses collègues de travail ont été témoins. D'après plusieurs de ses collègues, Dale parlait de plus en plus ouvertement de son refus de soutenir financièrement Kimberly, n'hésitant pas à critiquer son ex-compagne pour tenter de la discréditer. Il était prêt à aller jusqu'à démissionner de son travail pour éviter de payer une pension alimentaire. De son côté, Kimberly, déterminée à obtenir le soutien financier du père biologique de son fils, envisageait de recourir à la justice pour obtenir une pension alimentaire. La perspective que Kimberly puisse déménager avec leur fils chez Kurt, puis quitter la ville définitivement, semblait également inquiéter Dale. Pour garder son fils près de lui, Dale avait même déménagé dans une maison située à proximité de celle de Kimberly. Cette démarche a renforcé, aux yeux de certains collègues, l'impression que Dale développait une obsession pour son ex-compagne. Par ailleurs, certains collègues ont également évoqué les intentions de Dale concernant la garde de Logan. Ils soupçonnaient qu'il envisageait de réclamer la garde de son fils, non pas par attachement, mais comme un moyen d'éviter les paiements de pensions alimentaires. Avec cet objectif en tête, Dale rassemblait des preuves pour dénigrer Kimberly de toutes les manières possibles, espérant ainsi priver la mère de ses droits parentaux et récupérer la garde de leur fils. Des voisins ont témoigné l'avoir vue rôder près de la maison de Kimberly avant l'explosion. Ils ont également révélé que la jeune femme cachait une clé de secours sous le tapis, ce qui aurait donné à Dale un accès facile à la maison. De nombreuses personnes décrivaient Dale comme un homme doux, modeste, voire timide, que l'on n'imaginait pas capable de commettre un meurtre aussi cruel.
Dale n'était pas connu pour être enclin au conflit, et plusieurs témoignages en sa faveur soulignaient ses qualités. Cependant, le parquet avançait une autre théorie. Selon eux, le choix d'une bombe comme arme de meurtre traduisait justement le caractère de Dale. Il n'aurait pas voulu se salir les mains, et aurait donc opté pour un engin explosif pour éliminer sa victime de manière sournoise et inattendue. Le 26 février 1996, le jury a rendu son verdict. Dale Fosdick a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. À l'issue du verdict, la mère de Kimberly a publiquement exprimé son désaccord avec cette décision, affirmant que Dale pouvait toujours compter sur elle en cas de besoin. Wilma tenait la main de Dale et l'embrassait sur la joue, les larmes aux yeux, convaincu qu'il était victime d'une erreur judiciaire. 75 partisans s'étaient mobilisés pour défendre son innocence au tribunal. Grâce à un seul juré qui avait voté contre la peine de mort, Dale a échappé à la peine capitale, recevant une condamnation de 55 ans de prison à la place. Malgré le verdict, Wilma, la mère de Kimberly, a continué à plaider pour l'innocence de Dale. En mai 1996, elle a écrit une lettre aux médias locaux pour confirmer qu'elle avait apporté une aide financière afin de payer les avocats de Dale. Elle y mentionnait également que sa position avait suscité des réactions très vives du public, qui la critiquait pour son soutien envers l'homme condamné pour le meurtre de sa fille. Wilma s'indignait aussi du fait que Kurt, le fiancé de Kimberly, les qualifiait de mal incarnés lors d'une interview. Elle affirmait pleurer sa fille chaque jour et clamait que, selon elle, le véritable meurtrier se promenait encore libre. Certains observateurs pensaient que l'intérêt de Wilma ne résidait pas tant dans la défense de Dale, mais plutôt dans la possibilité de pouvoir passer plus de temps avec son petit-fils Logan si Dale restait en liberté. En défendant Dale, elle espérait ainsi conserver un lien avec l'enfant. Wilma est décédée le 19 décembre 2003, à l'âge de 65 ans. Kurt Simon est devenu membre de la première église presbytérienne dans l'Illinois et a refait sa vie. Marié, il est père de 2 filles. Cependant, il n'a jamais obtenu la garde des enfants de Kimberly après sa mort. Les enfants de Kimberly ont également suivi leur propre chemin et réussi dans leurs carrières respectives. Juste après la mort de sa mère, Kelsey a déménagé chez son père, Todd Wenger. Elle a plus tard rejoint l'armée du salut, où elle a travaillé comme tutrice et dans des refuges pour sans-abri. Son père, Todd, est décédé à l'âge de 52 ans le 27 novembre 2003. Quant à Logan, il a été élevé par Beverly et Sylvester Fosdick, les parents de son père biologique, Dale. Celui-ci, en prison, est décédé de cause naturelle à l'âge de 48 ans en 2010, des suites d'une maladie soudaine selon le rapport du médecin légiste. Logan, de son côté, a terminé le collège, rejoint la police de Bloomington, fondé une famille et est aujourd'hui père d'un enfant. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits captivants. Prenez soin de vous et à très bientôt.